Bienvenue sur le podcast de Ma Révolution Pro, le podcast qui vous aide à sauter le pas de la reconversion professionnelle en vous proposant les meilleurs outils du développement personnel, des témoignages inspirants et des conseils d'experts. Je suis Clarence Mirkovic, psychopraticienne, coach professionnelle et consultante en bilan de compétences. Si vous êtes à la recherche de votre nouvelle voie professionnelle, je vous invite à télécharger gratuitement votre livret d'exercices pour vous poser les bonnes questions. Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois pour ce premier épisode de la 3e saison Julie Terranova, la créatrice et dirigeante de la marque de bijoux Yaï Paris. Elle nous raconte dans cette interview comment elle s'est basée sur son intuition pour se reconvertir très tôt dans sa passion et le chemin qu'elle a suivi pour passer d'une activité indépendante à une entreprise de 27 salariés. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Julie. Bonjour Clarence. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour cet épisode. Est-ce que vous pouvez te présenter quelle est votre activité aujourd'hui ? Donc moi je suis Julie, la créatrice et dirigeante de la marque de bijoux Yaï Paris. Donc on crée, fabrique et commercialise des bijoux de mode à porter vraiment au quotidien. Donc c'est des bijoux comme un accessoire de mode que nos clientes mettent et n'enlèvent pas souvent en général. Voilà. Nos bijoux font partie intégrante de leur look et de leur identité. C'est une marque que vous avez créée il y a combien de temps ? On a créé, pas du tout. J'ai créé Yaï il y a 8 ans. Et vous faisiez quoi avant de créer cette marque ? Alors, avant de créer cette marque, moi, j'ai travaillé en entreprise. Donc, je travaillais dans une grande entreprise, Canal+, en régie publicitaire. Donc, j'étais commerciale dans la publicité. Et comment vous est venue cette envie de créer votre propre marque ? Alors, moi, j'ai toujours fait de la création depuis petite. C'est vraiment une passion et une raison de vivre, je dirais, plus qu'une passion. Donc, j'ai toujours fait de la peinture, de la couture, sculpture et des bijoux parce que ça faisait partie des choses que j'aimais fabriquer avec mes mains. Et puis, comment ça m'est venu ? Avec mes études, etc., j'ai gardé vraiment que la création de bijoux parce que c'était plus simple, on va dire, dans un quotidien plus actif et dans des espaces parisiens. Et puis, de fil en aiguille, à force de porter mes bijoux et qu'on m'en demande, que ce soit mes copines, mes collègues, etc., eh bien, j'ai créé, pour me faire kiffer personnellement, une marque. Au début, c'était juste comme ça, un hobby. Vous avez fait des études en lien avec ce que vous me dites, j'ai toujours été un peu artiste et j'ai toujours créé des choses. Est-ce que vous avez fait des études en lien avec ça ? Non, pas du tout, parce que donc j'ai toujours été aussi très bonne élève. Sans trop de difficultés, j'avais des bonnes notes et je savais m'adapter à tout ce qu'on me demandait. Donc, j'ai eu ce syndrome-là de la bonne élève qui devait faire des grandes études assez conventionnelles. Donc, j'ai fait une classe préparatoire et puis une école de commerce. Donc, je n'ai pas du tout étudié la création ou une activité manuelle ou artisanale. Et ça vous plaisait ces études ou finalement vous ne vous posiez pas la question parce que vous étiez dans ce tunnel de bonne élève ? Moi, je me posais la question et ça ne me plaisait pas tant que ça. Mais bon, je me suis embarquée là-dedans parce que, en fait, j'ai toujours eu plus ou moins confiance dans ma capacité à retomber sur mes pattes. Donc, je me suis dit, voilà, on me demande de faire des études conventionnelles, on va dire, qui rassurent ma famille, mon entourage, mes profs, etc. Je vais faire ça. Et c'est pas grave, je verrai ensuite comment je me retourne et comment je peux faire au mieux pour être heureuse. Mais j'ai composé avec, en fait. Mais je n'étais pas forcément satisfaite de ce choix, mais voilà. Avec la conviction qu'un jour, c'était quoi ? Qu'un jour, vous alliez créer quelque chose ? Il y avait cette envie-là déjà ou finalement, vous aviez du plaisir à faire, mais pas forcément d'envie d'en faire quelque chose professionnellement ? Alors au début, je n'avais pas forcément envie d'en faire quelque chose professionnellement. Je me disais, mon équilibre, c'est peut-être aussi garder cette création en hobby. Et ça m'épanouit vraiment bien. Enfin, c'est vraiment un sas de liberté, de créativité dans mon quotidien et ça me satisfait. Après, je m'étais dit aussi que professionnellement, je pouvais de près ou de loin toucher quand même à des secteurs créatifs. Donc peut-être que c'était une option qui pouvait me satisfaire. Je me disais peut-être que travailler dans la mode ou dans une industrie créative, ça pourrait me plaire. Donc j'avais quelques options et il n'y avait pas forcément créé ma marque en fait.
C'était un peu flou, mais bon, j'ai fait un peu les choses, chaque chose en son temps, on va dire. Et donc, d'abord la prépa, ensuite l'école. En effet, ça me plaisait pas, donc j'ai fait l'apprentissage pour être tout de suite dans le bain de l'entreprise et pas sur les bancs de l'école, justement, parce que je m'ennuyais énormément. Et puis, c'est comme ça que j'ai réalisé très vite que l'entreprise ne me convenait pas aussi, mais fallait que je teste, quoi, être sûr. Donc, vous étiez à la régie pub de Canal, vous faisiez vos créations pour vos amis, ce que vous disiez tout à l'heure. À quel moment, finalement, il y a quelque chose qui a basculé pour en faire quelque chose de plus professionnel? Ben, j'avais toujours cette passion de faire donc des bijoux dans mon temps libre. Et il y a un moment, c'était plus satisfaisant pour moi, pour mon équilibre justement, de garder ça en mode hobby. Et je me suis dit, ce qui me plairait vraiment, c'est de construire une marque. Vraiment ancrer ce produit que je crée dans un univers, une identité, raconter des histoires. Voilà, j'avais envie d'un peu plus de corps en fait pour ces créations. Et donc, je me suis dit, bon, bah, je vais trouver un nom, je vais raconter toute mon histoire, faire un site internet, etc. Et j'ai fait ça voilà, en l'espace de 1 mois. J'avais déposé une marque à l'INPI, fait un site internet, pris en photo mes créations et fait des fiches produits. Et donc, j'avais une marque. Et c'était pas pour autant professionnel, mais c'était quand même un premier pas vers la professionnalisation du hobby, quoi. Ouais, un peu. Ouais. Mais Et, bon, j'avais pas pour ambition non plus à ce moment-là de quitter mon boulot et d'en faire vraiment mon métier. hmm. C'était quoi, de faire les choses en parallèle et de trouver un équilibre comme ça? Ouais, je me disais, bah, je peux mener les choses voilà, en parallèle. Mais en fait, très vite, je me suis rendu compte finalement que une fois qu'on touche à ça, à cette possibilité en fait de s'épanouir autrement, à ce nouveau chemin, on va dire, qui se dessine, bah, c'est encore plus compliqué de supporter un état professionnel où on n'est pas très satisfait finalement. Donc finalement, à l'espace de 3 mois, tout s'est précipité. Et bon, on va revenir peut-être plus en détail, mais j'ai démissionné et je me suis consacrée à plein temps à ma marque naissante. Mais tout ça s'est fait en 3 mois, ça a été rapide, mais pour moi, au final, c'était un cheminement pas très progressif, quoi. Je ne me suis pas dit dès le début, je vais quitter mon job et puis ça sera mon métier, quoi. C'est ça, progressif, mais en même temps, effectivement, très rapide, enfin, de prendre la décision en 3 mois de démissionner. Quand vous avez démissionné, là, c'était vraiment avec l'idée de lancer ou c'était toujours pour voir? Toujours pour voir. Ok. Moi, je fais des petits pas. Ouais, ouais. Bah, je me suis dit, je vais y passer beaucoup plus de temps. J'ai envie d'y passer vraiment mes journées et pas seulement mes soirs et mes week-ends. Donc, je veux passer mes journées à créer des bijoux et à construire ma marque. Par contre, j'avais pas une ambition très grande ou très formalisée de me dire, il faut que ce soit une entreprise pérenne, il faut que je puisse me payer, etc. J'avais pris un petit boulot dans un cinéma. Donc, le soir et le week-end, je travaillais dans un cinéma. Et j'étais très heureuse comme ça, parce que du coup, j'avais une sécurité financière, bon, qui était autre que quand je travaillais en entreprise, c'est sûr. Mais bon, ça me satisfaisait. Et puis la journée, je faisais vraiment ce qui me plaisait à fond. Donc, Hmm. je me suis encore laissé le temps de voir si ça marchait. Et si ça marchait pas, c'était pas grave, quoi. J'aurais trouvé autre chose. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il n'y avait pas tellement d'inquiétude, finalement, pas tellement de stress. De mon côté, non. De quel À côté il y en avait? l'extérieur, il y avait du stress, etc. Mais moi, de mon côté, j'étais assez sereine et sûre de mes choix et toujours confiante dans ma capacité à rebondir, en fait. Hmm, c'est ça, ouais. Vous aviez quel âge à cette époque? J'avais 23 ans. Ok, donc assez jeune. Mm. Vous aviez travaillé combien de temps finalement chez Canal+? Ben, 3 ans, parce que j'avais fait 2 ans d'apprentissage et 1 an et demi de CDI, donc même Hmm. 3 ans et demi. Et voilà, c'était le temps nécessaire pour que je réalise que c'est pas une carrière qui me convenait. Hmm. Vous parliez de... C'est quoi? C'est l'entourage qui s'inquiétait? Votre famille, vos proches? Oui, oui, bah, c'est sûr que ma mère, par exemple, quand je lui ai dit je démissionne pour travailler dans un cinéma et faire des bijoux, elle était très inquiète. Enfin, elle se disait, ma fille, tu as fait de grandes études, parce que j'avais fait en plus une très bonne école de commerce. Enfin voilà. Tu as un CDI dans une grande entreprise. Pourquoi en fait? Pourquoi tu quittes tout ça pour faire
un job alimentaire, d'ouvreuse et des petits bijoux alors que tu les faisais déjà avant. Enfin, voilà, c'était très, très inquiétant quoi, de son point de vue. Et ça vous a freiné? Ça vous a fait réfléchir ou pas du tout? Non, ça m'a fait de la peine parce que je voulais pas la savoir inquiète et puis aussi parce que je me suis dit qu'elle n'avait pas pleinement confiance en moi. Ça fait un peu de peine, mais après, ça m'a pas inquiétée, moi, de mon côté, parce que j'ai eu un tel sentiment de libération quand j'ai fait ce choix-là que j'étais, pour le coup, sûre de moi. Et vos amis d'école de commerce? Mes amis, c'est marrant parce qu'en fait, je me suis vue évoluer dans leurs yeux, en fait. Au début, j'étais une petite créatrice auto-entrepreneur, alors que je n'ai jamais été auto-entrepreneur. Finalement, j'ai toujours monté ma société voilà, en bonne et due forme, mais dans leur tête, j'étais auto-entrepreneur, petite créatrice. Et puis aujourd'hui, je suis entrepreneur. Je suis plus petite créatrice. Donc, c'est marrant de voir ça, cette évolution dans le regard aussi des gens. Mais bon, c'est vrai que sur le coup, tout est un peu différent parce qu'on n'a pas les mêmes moyens. Voilà, quand on va au resto avec ses amis d'école, voilà, on n'a pas le même pouvoir d'achat quand on n'est plus en entreprise, etc. On n'a pas les mêmes problématiques non plus à raconter, les problèmes avec les N+1, N+2. Enfin voilà, moi très vite, je ne pouvais plus en entendre parler parce que si j'avais quitté le monde de l'entreprise, c'était pas pour entendre ça le soir à dîner. C'est vrai qu'il y a eu une petite rupture quoi, avec ce monde-là. Un petit décalage. Vous vous êtes sentie seule à ce moment-là? Je ne me souviens pas avoir ressenti ça, mais je pense que de fait, j'étais un peu seule ouais. Dans ce délire-là, parce qu'en fait, je connaissais aucun entrepreneur, aucune personne non plus dans ce domaine créatif, puisque j'avais pas fait d'études là-dedans, donc j'avais pas d'entourage voilà, qui me ressemblait en fait. Donc, je ne pouvais pas trop échanger. Bon, j'avais mon copain de l'époque qui me soutenait évidemment, mais au-delà de ça, c'est vrai que je n'avais pas trop de cercle avec qui échanger sur mes problématiques. Il n'y avait pas encore tous ces réseaux d'entrepreneurs qui existent Euh, aujourd'hui. Peut-être que ça n'existait pas ou peut-être que moi, je ne m'identifiais pas non plus entrepreneur en tant que tel. Donc, j'étais plus en mode explorateur que entrepreneur. Donc, je ne me suis pas rapprochée de ces réseaux-là. Mais non, ouais, je ne me souviens pas avoir souffert de la solitude, mais je pense que de fait, j'étais assez seule. Vous faisiez ça chez vous? Vous aviez un atelier à part? Non, j'avais chez moi un atelier dans mon salon et ça a duré assez longtemps, 3 ans dans mon salon. Comment vous faisiez pour vous faire connaître, pour démarrer votre activité? Au début, il y a 8 ans, c'était le début de Instagram. Donc, moi, j'étais à fond sur Instagram parce que j'adorais l'image, en fait. Et c'était le premier réseau social vraiment orienté sur l'image et l'esthétisme d'une photo. Donc, je prenais plaisir à partager vraiment sur Instagram. Et c'est comme ça, au début, que le cercle un peu moins proche a pu découvrir ma marque. Et en plus de ça, je faisais des ventes de créateurs. Donc, des petites ventes à Noël ou à l'été. Enfin, voilà, ce qui me permettait d'une part, justement, d'intégrer un réseau de créateurs, donc de personnes qui me ressemblaient plus à ce moment-là, et aussi de conquérir de nouveaux clients. Ça a pris combien de temps avant de décoller vraiment? Je pense 2 ans, vraiment, avant d'avoir un niveau de chiffre d'affaires, on va dire, qui me permette vraiment de vivre, moi toute seule déjà, et de commencer à embaucher, alors non pas des salariés au début, mais des stagiaires et des freelances pour m'aider sur plusieurs métiers, on va dire, de l'entreprise, la production et la communication. Oui, parce qu'au début, vous faisiez tout toute seule. Ouais. Dans les métiers artisanaux, finalement, c'est la personne qui produit, qui vend, et du coup, le temps passé à produire et du temps qui n'est consacré qu'à ça. Voilà. Ça a été quelque chose qui a été difficile, ça, pour vous? Pour moi, non, parce que ça a été vraiment salvateur. Ça m'a permis vraiment de me vider le cerveau, de me concentrer sur faire, en fait, faire avec mes mains, créer, produire. Et puis, je suis assez cinéphile et en fait, pendant que je faisais mes centaines de bijoux le soir, je mettais des films et honnêtement, je passais des bons moments. Mais après, c'est vrai que très vite, avec la charge de travail qu'impose une entreprise,
c'est compliqué de rester assis et de faire avec ses mains alors qu'on sait qu'il y a 10 000 autres choses à faire, des mails à répondre, répondre au téléphone, etc. Donc, au bout d'un moment, au bout de 2 ans, quand j'ai pu vraiment embaucher, enfin, c'est pas embaucher, mais avoir recours à des freelances, je l'ai fait sur la production pour vraiment me libérer les mains et pouvoir me consacrer à d'autres tâches. Mais au début, c'était vraiment salvateur, je dirais. Qu'est-ce qui vous a le plus plu finalement au début quand vous êtes lancé? C'était, ah oui, je me souviens, me réveiller le matin et je voyais mes mails et je voyais que des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres. Pour moi, c'était fou. Tous les matins, je me disais, qu'est-ce que je vais trouver dans ma boîte mail? Et en fait, je voyais des propositions de marché, des propositions de rencontres, même des mots des clientes. Enfin, et c'était vraiment cette surprise de tous les jours de se dire, qu'est-ce que je vais découvrir en fait? Ouais, un peu comme un cadeau de Noël chaque matin renouvelé. Ouais, Avec... ouais, ouais, c'est Ouais. ça, une surprise, quelque chose même à apprendre. Enfin, c'était très riche d'apprentissage et de surprises. Mm. Et à l'inverse, qui était peut-être le plus difficile ou des choses auxquelles vous n'auriez pas pensé en vous lançant Mm. Bon, peut-être la polyvalence qu'impose aussi le fait de lancer son entreprise, c'est-à-dire d'être aussi bon en comptabilité, gestion, administration et en création, communication, faire un stand, enfin voilà, d'être vraiment très bon sur les deux domaines. C'est pas difficile, mais c'est une pression en fait. Enfin, quand on aime faire les choses bien, c'est une grande, grande pression de se dire, ouais, j'ai tout ça à maîtriser, tous ces sujets en fait à maîtriser. Parce que bah, moi, la façon dont je fais les choses, j'essaye de les faire vraiment au mieux et j'arrive pas à faire d'impair. Donc tout, quoi, tout devait être maîtrisé et voilà. Donc ça, c'était une grande pression. Et beaucoup de travail aussi, j'imagine, du Ouais, coup. beaucoup de travail. Ouais, Non. vous travaillez beaucoup au début. Ah oui, oui, bah, par exemple, faire les bijoux, je le faisais le soir ou la nuit parce que mon attention pouvait peut-être un peu décliner, donc je savais que mes mains, elles, pouvaient travailler sans problème. Alors que la journée, je me consacrais à faire des trucs plus intellectuels, voilà, j'avais besoin de plus de concentration. Finalement, ce que je comprends, c'est que vous vous êtes lancé presque au feeling, sans forcément faire d'études de marché avant, sans forcément réfléchir le truc. Ouais, ouais, c'est ça, complètement au feeling, à l'instinct, de me dire, en fait, moi, personnellement, j'ai envie de créer des bijoux, j'ai envie de les proposer et de raconter mes histoires. J'ai besoin pour m'épanouir dans mon quotidien, de créer, de travailler de mes mains et peut-être aussi d'être 100% responsable de mon projet ou d'un projet professionnel. J'en avais un peu marre de devoir collaborer à ce moment-là. Je voulais être, au final, être seule, ça me convenait bien à ce moment-là. Et donc j'y vais. Enfin, et puis je verrai ce que ça m'apporte. J'avais pas, non, j'ai pas trop réfléchi. J'ai pas fait d'études de marché. Peut-être que si j'en avais fait, je me serais pas lancée d'ailleurs, parce qu'on me dit tout le temps, il y a énormément de marques de bijoux. Voilà. Donc non, j'ai vraiment suivi mon instinct. Il faut parfois une bonne dose d'inconscience pour se lancer et réussir, comme on dit. Oui, je pense, hein, enfin, en tout cas, moi, j'étais jeune et du coup, j'avais pas non plus une grande pression, qu'elle soit financière ou familiale, dans le sens où j'avais pas d'enfant ou quoi que ce soit. Donc, c'est vrai que j'étais assez libre, en fait, hein, de prendre mes risques et de tester des choses. Vous l'avez gardé combien de temps, ce travail au cinéma? Eh bien, moins d'un an, pas très longtemps. Voilà, jusqu'au moment où je pouvais me payer. Alors au début, pas grand-chose, mais ça me suffisait et je préférais avoir mon temps au final que d'aller dans un autre boulot. Ça a été facile de fixer vos prix. Parfois, on peut entendre voilà, notamment des créateurs de fixer un prix de vente sur ce qu'on a fait. C'est pas toujours évident de... Oui, c'est vrai qu'il y a toujours cette problématique de fixer un prix et de se dire est-ce que ça les vaut vraiment parce que on a tendance à un peu minimiser le travail en fait qu'on fournit en fait dans un produit et surtout le travail de création parce qu'autant moi je savais valoriser les matières premières, le temps passé sur la fabrication du bijou, le packaging, etc. Je viens d'une formation de gestion, donc ça, je savais bien le cadrer. Mais comment valoriser le temps passé sur la création et qu'est-ce que ça vaut au final, au début,
comme en plus, je n'avais pas fait d'études sur l'art ou la création, etc., je me disais, bah, ça ne vaut pas grand-chose, ma création. Comment le valoriser? Et puis, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que mes designs plaisaient, etc. Et surtout qu'il y avait une économie à trouver pour que ce projet soit vraiment pérenne et rentable. Et là, j'ai réussi à mieux valoriser toutes ces étapes préliminaires qui sont la création. Ouais. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent avec vous? 27 salariés. Ouais, c'est une belle réussite. Ouais, et une quinzaine de freelances aussi qui restent fidèles au projet et qui nous apportent leurs compétences et expertise sur des sujets. Donc oui, là, on a changé d'échelle complètement. Qu'est-ce qui vous plaît le plus aujourd'hui dans votre activité? Aujourd'hui, c'est vraiment la dimension à laquelle on peut communiquer en fait notre passion. Donc c'est une passion commune aujourd'hui, je dis notre, parce qu'elle est partagée vraiment par toutes les personnes de l'entreprise, que ce soit la création, la fabrication, mais aussi la commercialisation. Elles sont moins proches des aspects créatifs, mais elles adhèrent aux produits et elles ont envie de voir la marque réussir et portée par un maximum de personnes. Donc, ce qui me grise, on va dire, aujourd'hui, c'est de voir l'étendue, toutes les personnes qu'on peut toucher à travers la marque, en fait. Et quand je vois des gens venir en boutique, porter les bijoux, avoir un coup de cœur pour une boucle d'oreille, un collier, peu importe, ou même faire un cadeau de nos bijoux, bah, je trouve ça génial. C'est ça la réussite, en fait, c'est de voir les bijoux portés sur un maximum de personnes et voilà, de voir les étoiles dans les yeux des clientes, quoi. Et ce qui vous plaît le moins? C'est peut-être la charge de travail qui ne diminue jamais au final parce que de fil en aiguille, d'étape en étape, il y a toujours des nouveaux sujets, beaucoup d'apprentissage pour un chef d'entreprise qui fait que on doit toujours travailler énormément pour apprendre et ensuite faire rouler. Donc apprendre, transmettre aux bonnes personnes et faire que ça roule, quoi. Et donc ça, c'est génial de faire ça, mais c'est vrai que la charge de travail fait que aujourd'hui, j'ai 33 ans, ce qui n'est pas très âgé, mais je n'ai pas forcément la même énergie qu'il y a 10 ans. Donc, je ressens que quand je passe, je sais pas moi, 10 jours à travailler non-stop, sans pause, sans week-end, enfin voilà, sans jour off, on va dire, mon cerveau commence à patiner un peu. Donc, c'est pénalisant, la charge de travail, je trouve. Est-ce que vous fabriquez toujours? J'imagine qu'aujourd'hui, vous avez délégué cette partie-là. Ouais, non, je fabrique plus du tout. Par contre, en période de développement des collections, je mets toujours la main à la pâte pour voir ce qui sort en fait de mes mains. Ça vous manque ça, finalement de plus avoir ce côté manuel aussi important? Ouais, un peu, ouais. J'essaye de le retrouver via des nouveaux hobbies. Bon, je pratique toujours la peinture, mais aussi j'essaye de me mettre à la poterie, la sculpture, enfin d'essayer de faire d'autres choses de mes mains qui ne soient pas liées à mon activité, même si j'arrive toujours à le rattacher au final, mais pour vraiment réussir à m'évader et à me libérer aussi. Voilà, je trouve que travailler de ses mains, c'est très salvateur et j'aimerais conserver ça, ouais, si j'avais un peu de temps. C'est ça, toujours cette notion du temps. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé dans votre parcours? Ce qui m'a le plus aidé, c'est vraiment les rencontres que j'ai pu faire ou solliciter, même solliciter des personnes expertes. C'est vraiment exogène, quoi. Ce qui m'a aidé, c'est des personnes qui m'ont apporté leur expertise, leurs compétences, leurs conseils à un moment où j'en avais besoin. Donc, c'est vraiment ça, je pense, qui m'a aidé. Et quand vous repensez à la jeune fille que vous étiez, démissionnant de Canal+, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui? Je me dis que j'avais raison de suivre mon instinct parce que aujourd'hui, je considère que c'est une belle réussite quand même, ce projet. Même si ce n'est pas fini, il y a encore plein de challenges. Mais donc, je pense que j'ai eu vraiment raison. À l'époque, on me disait que j'étais très courageuse, même couillue. Et je ne voyais pas du tout pourquoi, parce que pour moi, c'était plus un instinct de survie que du courage, en fait, à ce moment-là. Et je pense que c'était vrai, mais finalement, avec le recul, je me dis, bah oui, quand même, j'avais pas froid aux yeux pour me lancer dans un tel projet, un tel secteur, en effet, qui est très concurrentiel, penser que j'allais révolutionner un savoir-faire,
Voilà, il fallait quand même être un peu bold quoi, à ce moment-là. Voilà, je suis assez fière d'avoir pris cette décision en toute insouciance à l'époque. Au final, tout s'arrange bien. Et justement, quelles sont vos qualités personnelles à vous qui vous ont aidé? Bah, la confiance dans mon instinct, je dirais. Enfin, toujours me faire confiance. Quand je le sens, bah, j'arrête de me poser des questions et j'y vais, je fonce. Quand je me pose trop de questions, j'y vais pas. Et en fait, c'est assez clair dans ma tête. J'hésite pas beaucoup. J'ai pas Mm. trop de doutes. C'est toujours assez évident. Et Mm. ça, ça m'aide beaucoup parce que ça me permet de prendre beaucoup de décisions très rapidement et vraiment de compresser tous ces temps-là, j'imagine, dans d'autres vies qui prennent justement du temps et ralentissent les projets, les initiatives. Chez moi, ça va très, très vite. Donc, et parfois, j'ai du mal à comprendre que chez les autres, ça va pas aussi vite. Du coup, un temps qui me paraît long, chez d'autres, c'est très court. Genre, mais tu as pris cette décision en une semaine, oui. Mais c'est mon rythme et je pense que c'est une qualité, en tout cas pour ce projet-là, ça a été une qualité. Ouais. Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer aussi dans un domaine créatif? Là, justement, pour se lancer, pour moi, il faut avoir une vraie passion, être sûr de ce pour quoi on se lance, justement, parce que se lancer, ça veut quand même dire prise de risque. Hein, on voit bien l'élan de se lancer. Donc, vraiment être sûr de ce pourquoi on fait ça, pour être sûr que dans toutes les étapes de la création et de enfin, la construction d'une entreprise, qui sont parfois vraiment pas faciles, il y a certaines étapes difficiles à passer, pour être sûr que la motivation pour laquelle on s'est lancé soit suffisante pour nous relever, pour nous motiver, pour nous aider à passer ces étapes-là. Je ne sais pas si c'est très clair la manière dont je l'ai expliqué. Si, si. C'est bon. Mais en tout cas, être sûr de sa motivation, parce que parfois, enfin, aujourd'hui, c'est tellement à la mode d'être entrepreneur que parfois les gens se lancent juste parce que c'est cool d'être entrepreneur, mais ça suffit pas. Il faut avoir soit une passion, soit, je sais pas, une vraie motivation, une vocation, une mission dont on est vraiment convaincu pour tenir le coup, parce que le parcours d'un entrepreneur est, je trouve, quand même difficile. Enfin, difficile, je veux dire, éprouvant. Donc voilà, ça c'est en général mon conseil. Mais alors dans un métier créatif, donc c'est assez induit qu'il y a une passion parce que la création, on n'y vient pas pour faire joli, c'est instinctif quoi. On a besoin de créer. Ce que je vois moi dans les entrepreneurs créatifs, c'est que c'est vrai parfois il manque la dimension business qui est quand même très importante pour rendre pérenne une activité. Mais qui n'est pas non plus nécessaire parce qu'on n'est pas obligé de voir grand et d'avoir un max d'ambition. Enfin voilà, c'est juste, je pense, alors le conseil que je donnerais, c'est de définir son ambition et pas se brider dans le fait de vouloir une grande entreprise avec plein de gens. Enfin voilà, il faut vraiment définir pourquoi on fait ça et quelle est son ambition personnelle et savoir aussi ses compétences et ce sur quoi on est prêt à travailler et ce sur quoi on n'est pas prêt aussi à travailler. Parce que c'est vrai que dans les milieux créatifs, ben, moi j'ai cette double casquette business et créa. Et donc j'adore le côté business. Vraiment, c'est pas une douleur pour moi, j'adore. Mais je vois parfois des créateurs pour qui c'est vraiment une douleur. Et je pense que c'est dommage de se lancer dans des projets à grande envergure si déjà le côté business, si déjà faire la compta, c'est une douleur. Enfin, voilà. Mais c'est pas grave. Après, on a le droit d'avoir des projets aussi à plus petite dimension qui nous rendent très heureux et qui sont en plus très lucratifs aussi. C'est d'autres modèles, quoi. Vous disiez que vous aviez pas fait d'école d'art. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que, parce que moi je peux rencontrer des gens aussi qui se mettent une pression ou en tout cas une barrière en se disant mais moi j'ai pas fait d'école, je sors de nulle part. Est-ce que vous diriez que c'est un handicap ou que finalement aujourd'hui peu importe et chacun est libre de se lancer? Non, moi je dirais pas du tout que c'est un handicap. Je pense qu'on peut être très justement pionnier, autodidacte dans un métier artisanal et développer une vraie expertise en étant autodidacte, on va dire. Par contre, moi j'ai eu ce syndrome aussi de me dire qu'est-ce que je peux proposer alors que j'ai jamais étudié l'art, etc. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été quand même faire des cours du soir à l'école Boulle à l'époque pour apprendre la bijouterie joaillerie.
pour vraiment me confronter en fait à la discipline enseignée dans l'école et me rendre compte en l'occurrence que bah c'était pas vraiment moi ce que je voulais faire. C'était pas la façon dont je voulais créer, ni la façon dont je voulais fabriquer mes produits. Mais au moins j'ai vu ce qui était enseigné, pas de manière exhaustive, mais quand même une petite partie. Et ça m'a fait un peu dédramatiser bah, justement ce complexe, en fait, de ne pas avoir fait l'école. Donc, voilà. Vous parliez d'un parcours entrepreneurial qui peut être éprouvant, ou en tout cas on rencontre des épreuves. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer pour vous à certains moments? J'ai pas un moment, je pense, qui a été très difficile, mais je pense que aujourd'hui, ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de gérer les énergies, les humains, l'équipe, même si c'est source de grande satisfaction et de réussite, on va dire, pour le projet. Donc, c'est génial. Mais c'est ça qui est le plus difficile parce que bah, il n'y a pas de règles, en fait. C'est beaucoup d'investissement personnel aussi. C'est beaucoup de présence, beaucoup d'échanges, enfin voilà, mais réussir à motiver bah, une trentaine de personnes dans un projet qui est à la base le sien, un projet très personnel, je pense que c'est ça qui peut paraître, enfin moi qui me consomme peut-être le plus d'énergie et c'est ce pourquoi aujourd'hui je travaille le plus parce que c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on y arrive en équipe. J'y arriverai plus seule. Maintenant, c'est fini. Donc c'est ça le vrai challenge en tout cas. Et ça a été facile ou justement de déléguer finalement d'un projet où vous étiez toute seule à tout faire, à tout construire, bah, finalement aujourd'hui de laisser forcément d'autres intervenir d'une manière ou d'une autre? Ouais, ça a été plutôt facile parce que déjà les personnes, je les ai choisies. Donc j'étais contente de leur donner une mission. Et, et on pourrait se dire que la partie la plus compliquée, ce serait peut-être la création, de déléguer la création. Et en fait, c'est une des premières personnes, en l'occurrence, que j'ai choisie pour déléguer cette partie-là, parce que même si c'est la partie que je préfère, justement, j'avais besoin qu'il y ait quelqu'un qui défende, qui soit le vrai bastion de la création au sein de Gaï. Et je voyais que moi, je ne pouvais plus parce que j'avais plus le temps nécessaire, en fait, pour vraiment rendre honneur à la création. Et du coup, c'est une des premières personnes voilà, importantes que j'ai recrutées et maintenant qui a une équipe. Et je suis hyper fière de ce qu'elles font en équipe sur ces sujets de création de collection, etc. Et du coup, c'est très fluide, mais parce que pour moi, déléguer, ça ne veut pas dire je m'en occupe plus, ça veut dire que j'ai des personnes que j'ai choisis, donc que je trouve super, qui vont travailler avec plus d'énergie que moi, plus de temps que moi sur des sujets qu'on va déterminer ensemble. Donc, moi, j'aime bien déléguer. Je pense que j'aime bien déléguer. C'est chouette. Est-ce que vous avez un livre ou un podcast à nous recommander qui vous a aidé sur votre parcours? Ouais, j'ai un podcast dans lequel j'ai rencontré mon associé actuel et investisseur, qui est Entreprendre dans la mode, du coup, le podcast. Et donc, c'est un podcast que j'écoutais beaucoup quand j'avais besoin justement de références dans les industries créatives, on va dire, d'entreprises de mode qui ont réussi ou qui sont dans des problématiques que je pouvais rencontrer aussi. Comme je n'avais pas un très grand réseau, bah, j'ai écouté ce podcast pour me nourrir et apprendre. Et il se trouve qu'au détour d'un podcast, j'ai entendu un témoignage super intéressant. Et suite à ça, j'ai contacté la personne qui témoignait et c'est devenu, au bout de quelques mois, mon associé investisseur. Donc, c'était une bonne rencontre suite à un podcast. Et comment il s'appelle? Alors, il s'appelle Sébastien Lucas. C'est un entrepreneur qui maintenant n'a plus son entreprise qu'il a revendue et qui investit dans des entreprises de lifestyle, donc mode et autres. Et sur le projet EI, on a commencé à travailler ensemble sur des problématiques opérationnelles que j'avais bien identifiées et sur lesquelles j'avais besoin de son expertise, notamment sur les systèmes d'information. Et voilà, au bout d'un moment, au bout de quelques mois de travail en commun, on a décidé de s'associer et il a décidé d'investir dans le projet. Est-ce que c'est finalement la croissance de l'entreprise? Aujourd'hui, vous êtes 27, plus une quinzaine de freelances qui gravitent autour.
Vous aviez ça en tête quand vous vous êtes lancé ou c'est venu progressivement et finalement les choses sont venues sans que vous les ayez conscientisées? Alors, c'est venu très progressivement puisque j'ai mis 6 ans avant de recruter ma première salariée. Donc, avant ça, j'étais qu'avec des freelances. Et quand j'ai recruté ma première salariée, là, je me suis dit, je rentre dans un projet entrepreneurial. C'est plus un hobby ou voilà, un projet personnel, c'est un projet entrepreneurial et j'ai une responsabilité et je dois définir là où on va, quoi. Je dois définir l'ambition, je dois définir une organisation et j'étais vraiment dans une autre dynamique en fait à partir de ce moment-là. Donc ça fait 2 ans au final. On est passé de 1 salarié à 27 en 2 ans. Et là, ça s'est fait très vite pour le coup, mais j'avais décidé il y a 2 ans que ça y est, je m'embarquais dans une aventure entrepreneuriale, donc que ça allait changer d'échelle. Qu'est-ce qui vous a poussé à ce changement d'échelle? C'est aussi de la survie d'entreprise parce que je me rendais compte que seule, j'avais une solution ou deux. J'avais 2 solutions seule. C'était soit d'arrêter complètement parce que en fait, j'avais de la croissance, je vendais de plus en plus de bijoux, mais moi personnellement, j'y arrivais plus. J'arrivais plus à gérer la prod, les envois, même les freelances qui étaient trop nombreuses. J'arrivais plus du tout à gérer. Donc, soit j'arrêtais, soit je construisais une entreprise, mais du coup avec une équipe, parce que seule, c'était plus possible. Donc, j'ai choisi de construire une entreprise avec une équipe. Mais j'ai hésité. Enfin, la question s'est vraiment posée, quoi. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter? La liberté et l'engagement aussi. C'est-à-dire qu'en étant seule, moi, pendant 6 ans, j'avais une énorme liberté. Je faisais un peu ce que je voulais, et même financièrement. Bon, tant que je pouvais me payer à peu près, j'avais pas plus de responsabilités que ça. Donc, au final, j'étais très zen, on va dire, jusqu'à ce que, en fait, l'attraction de la croissance fasse que j'étais plus zen du tout. En fait, j'avais la pression des clients qu'il fallait livrer, qu'il fallait satisfaire, etc. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je fasse un choix. Et oui, donc d'un côté, j'avais cette grande liberté. Mais de l'autre, j'avais un super projet quand même, et puis ma passion, quoi, de créer, de proposer mes bijoux à un plus grand nombre, et c'est vers ça que j'ai penché, quoi. Et comment vous voyez la suite aujourd'hui? De quoi vous avez envie? Alors, de quoi j'ai envie? J'ai envie qu'on continue à grandir parce qu'aujourd'hui, on est encore dans un entre-deux. On a fait le choix de la croissance, mais on n'est pas encore enfin, on reste fragile, quoi. On reste une entreprise en croissance. Donc, j'ai envie de passer cette marche, en fait, et d'atteindre le niveau de chiffre d'affaires qui nous permettra d'être plus solide, d'avoir des projets de plus grandes envergures. Moi, j'ai un projet qui tourne autour de la formation, justement, autour du bijou de mode. Donc, on a renommé Bijoux Fantaisie, bijoux de mode, parce qu'on trouve ça plus classe et plus propre à ce qu'on fait. Et de transmettre, en fait, cette discipline, qui est une discipline artisanale, technique et créative, qui est super riche, mais qui n'est pas reconnue. Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles en France, on ne l'apprend pas du tout. On apprend la joaillerie, la bijouterie traditionnelle, mais on n'apprend pas le bijou de mode, qui est entre la mode et la bijouterie, quoi. Et donc, moi, quand on a trouvé sa passion, on va dire, je pense que ce qui est naturel, c'est de réussir à la transmettre. Et la transmettre à travers une formation, c'est un truc qui me plairait bien. Mais aujourd'hui, voilà, on a trop de problématiques opérationnelles pour qu'on puisse adresser vraiment ce sujet, mais je pense que d'ici 1 an ou 2, j'aimerais bien en tout cas en faire mon nouveau projet prioritaire. Super, c'est un chouette projet. Où est-ce qu'on peut trouver vos bijoux si on veut en acheter un? Alors, sur notre site internet, donc yai.paris, là on a vraiment toutes nos collections, tous les bijoux. On a aussi une boutique dans le Marais, donc à Paris, dans le 3e arrondissement. Et après, on a environ 100 revendeurs en France. Et là, on les trouve aussi sur le site internet pour voir quels sont les revendeurs dans vos régions éventuelles. Super. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous souhaitez ajouter avant qu'on se quitte? Non, merci beaucoup pour cet échange et j'espère que ça pourra nourrir des réflexions. Voilà. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.
Si ce podcast vous plaît, je vous remercie de bien vouloir lui laisser une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Et si vous souhaitez en savoir plus sur le bilan de compétences, vous pouvez prendre rendez-vous pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de cet épisode. Je suis également à votre disposition pour un accompagnement thérapeutique si vous vivez une période de grande fragilité suite à un burn-out ou si vous traversez de fortes turbulences liées à une crise existentielle. Contactez-moi pour plus d'informations ou pour prendre rendez-vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir.